Le président de la République nous avait demandé, il y a quelques mois de cela, à travers le ministre d'État, d'aider à la réalisation des objectifs d'accès en eau potable au Bénin. Et je peux vous annoncer que dans les mois à venir, d'ici la fin de l'année calendaire à venir, nous espérons pouvoir présenter un projet de 200 millions de dollars pour le financement en eau potable. Ce sera un financement record. Je ne pense pas que nous ayons eu une intervention de cette nature dans beaucoup de pays africains et cela permettra d'atteindre cet objectif important. Cela s'adosse à un financement de ressources concessionnelles de l'ordre de 500 millions de dollars qui viendront en sus, en addition de ces 200 millions de dollars pour financer les autres programmes de développement tels qu'ils ont été définis. Nous préparons entre autres un appui budgétaire qui permettra de combler les besoins de financement qui ont été définis à la suite des discussions avec le Fonds monétaire. Et je crois comprendre d'ailleurs qu'aujourd'hui, le conseil de l'administration du Fonds monétaire va discuter le dossier du Bénin. Et donc, en appui à ce programme qui sera présenté aujourd'hui, nous allons préparer un appui budgétaire qui aidera justement à financer les priorités qui ont été définies par le gouvernement. Il s'agissait d'une visite qui m'a permis vraiment de mieux saisir les orientations du chef de l'État. Des orientations qui s'appuient sur le développement du secteur privé, qui constitue le moteur de la croissance au Bénin. Il est clair que le chef de l'État veut s'assurer que les conditions soient réunies au Bénin pour que le secteur privé continue à investir et puisse aider à la création d'emplois et à maintenir un taux de croissance qui soit élevé. Il nous a défini des orientations sectorielles très claires dans des secteurs comme l'eau, des secteurs comme le tourisme, le secteur de l'environnement avec la protection des côtes et l'érosion côtière et le développement agricole. Avant cette réunion, nous avons eu une réunion de travail avec le ministre d'État qui est non seulement un ami et un frère et quelqu'un avec qui nous partageons de longues années de carrière au plan de vue international et qui nous a présenté avec ses collègues du ministère sectoriel l'avancée des projets dans un certain nombre de domaines. Et nous avons discuté de cela, l'exécution de ces projets. Hôpital de zone de Banikwara, 3 corps sans vie débarqués directement de Sampeto dans l'arrondissement de Funugo. Un drame au bilan lourd qui plonge toute une population dans le désarroi. L'information que j'ai eue, ils ont dit que c'est supposé un braconnier. Ce n'est pas qu'ils l'ont arrêté avec de la viande, mais ils l'ont soupçonné qu'il est un braconnier. Et ce n'est même pas qu'il l'a arrêté dans le parc. C'est les informations que j'ai eues, mais je n'ai pas de preuves. Est-ce que c'est réel qu'il est arrêté pas dans le parc et c'était des soupçons? C'est ça qu'on ne sait pas. C'est ça qu'on ne sait pas. Parce que la situation, quand on était allé, telle que la foule était, on ne pouvait pas demander parce qu'il y avait le corps couché. Nous avons reçu 7 personnes, et dont 3 décédés avant leur admission à l'hôpital. Et actuellement, les 4 autres sont en train d'être pris en charge par l'équipe de l'hôpital. Ce sont des blessures par arme à feu. Et celui qui vient de sortir du bloc a reçu une balle au niveau de l'abdomen, mais heureusement, aucun organe noble n'a été atteint. Aussitôt la nouvelle parvenue au maire, l'autorité se rend sur les lieux sans plus attendre. Envahi par le drame, Bio Sarakot Tamou parvient néanmoins à garder son calme lorsqu'il s'adresse à ses administrés. Donc nous ne maîtrisons pas tous les contours de la situation, mais nous savons qu'il y a un habitant de Sampeto qui a été battu à mort par les éco-gardes de la brigade de Sampeto. Nous avons essayé de calmer la population et nous avions déjà lancé un appel, un message de paix, un message pour calmer la population de Sampeto, de Funungo en général par rapport à la situation. Les parents des victimes, encore sous le choc, ont du mal à se remettre suite à cet incident malheureux qui n'est pas le premier dans cette zone du parc du W. Je voudrais d'abord présenter la compassion du gouvernement à l'endroit des familles éplorées. Je dis c'est triste parce que pour un oui ou un non, nous avons enregistré 3 morts. Aujourd'hui, nous dénombrons encore 6 blessés. Je dis
c'est une situation qui mérite d'être clarifiée. Et je voudrais demander aux populations de Founoungo et de Baninkora d'une manière générale de rester calmes. Je les appelle à l'apaisement et leur dire que ce qui est arrivé aujourd'hui au niveau de Sampito ne restera pas impuni. Il leur assure de ce que les dispositions sont déjà prises pour que des enquêtes diligentes soient menées pour pouvoir situer les responsabilités. Et je crois que avec le président Talon, nous avons ce mérite, n'est-ce pas, de situer les responsabilités, surtout quand il s'agit des situations de ce genre. Je voudrais une fois encore demander, n'est-ce pas, aux populations de Founoungo de se tenir calme. Nous sommes dans un état de droit et c'est le droit, n'est-ce pas, qui sera appliqué. Plus de 300 millions de personnes dans le monde vivent avec les maladies mentales, soit une augmentation de 18% de 2005 à 2015 selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé. Voilà pourquoi l'OMS célèbre cette année la Journée mondiale de la santé sous le thème « La dépression, parlons-en ». Un thème qui vise à communiquer autour de ce fléau. Mais la stigmatisation reste un obstacle et empêche les personnes souffrantes de demander de l'aide, et ce, dans le monde entier. La stigmatisation continuelle associée à la maladie mentale a été la raison pour laquelle l'OMS a décidé d'appeler la campagne « Dépression, parlons-en ». Au Bénin, cette célébration est couplée avec la Semaine hospitalière nationale édition 2017. Je voudrais m'engager avec vous, professionnels de la santé, à déployer tous les efforts nécessaires sur toute l'étendue du territoire national afin de porter l'information aux populations sur ce qu'est la dépression, ses moyens de prévention et de traitement ainsi que ses conséquences. La dépression représente la deuxième cause de décès au plan mondial chez les personnes âgées de 15 à 19 ans. Voilà pourquoi l'OMS demande aux autorités d'investir pour mieux reconnaître et soigner la maladie. Mais en attendant, elle invite à laisser les soucis, le tabagisme, l'alcoolisme qui sont entre autres les causes de cette maladie. Dès son arrivée en avril 2016, le gouvernement Patrice Talon affiche sa volonté de réformer le secteur de la santé. Porté à la tête du ministère de la Santé, Dr Alassane Seydou est alors ambitieux et optimiste. Sa priorité, en finir avec les mauvaises pratiques dans les hôpitaux publics du pays. Mauvais accueil, rançonnement, absentéisme et j'en passe. Quel est l'état des lieux après 12 mois de gestion? Si tu es venu à l'hôpital, si tu n'as pas l'argent, les gens ne te regardent pas. Je note que dans le secteur de la santé, il n'y a pas de grève. On va aux soins, on nous traite. Je trouve qu'il y a beaucoup de changements. Si pour la plupart des Béninois, la suppression du marché à Djegounlé est un coup dur porté aux couches défavorisées du pays, le gouvernement Patrice Talon y voit plutôt un outil de réduction de la morbidité liée au phénomène. Le patient souffre d'une maladie et puis on lui donne un médicament qui est fabriqué pour traiter une autre maladie. Et finalement, la maladie se complique. Et c'est lorsque ça arrive à la phase de complication, maintenant qu'on s'adresse au centre de santé. Et les conséquences, c'est que nous avons beaucoup d'évacuations sanitaires. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de dialysés, beaucoup d'insuffisants rénaux. Et tout ça, c'est l'État qui finit par payer la facture. C'est pour cela que nous avons décidé de mettre fin à ce marché-là. Ça fait mal, c'est vrai, mais je crois qu'avec le temps, les populations vont comprendre. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que les médicaments les moins chers ne sont pas toujours à Djegounlé. Ce n'est pas un déficit d'information. Les médicaments les moins chers, parfois, sont dans les pharmacies, puisque maintenant nous avons les génériques. Pour améliorer la qualité des soins dispensés aux patients, le ministère de la Santé a aussi opté pour la mise en affermage des hôpitaux de zone de Djidja, Djougou et de Kové. En décidant de faire l'affermage, l'objectif, c'est d'améliorer la gestion de ces hôpitaux, c'est d'espérer que ces hôpitaux puissent être plus performants. Mais en retour, l'État doit veiller à ce que le caractère social
que constitue le secteur de la santé soient sauvegardés. Et donc, pour que tous ces objectifs soient atteints, cela demande du travail. Et actuellement, c'est ce travail que nous sommes en train de faire conjointement avec le ministère des Finances. Grosse mesure pour redorer le blason du CNHU, le plus grand hôpital de référence du Bénin. Après le drame de Toria-Vamey, le gouvernement rêve d'un hôpital aux normes. Nous avons compris que c'est vraiment pertinent de mettre un accent sur le plateau technique. Donc, nous avons pris l'engagement de corriger le plateau technique du CNHU et même de construire un hôpital de référence qui aura un plateau technique qui sera aux normes. Donc, qui pourra prendre des patients de cette nature-là et les gérer de façon convenable. Nous avons d'ailleurs démarré, puisque nous avons déjà signé un contrat avec une structure française qui est spécialisée dans la construction des hôpitaux de ce type et qui va nous accompagner dans la maîtrise d'ouvrage, avec l'équipement, et qui va nous accompagner aussi par rapport à la gestion de cet hôpital-là. Et puis, à l'ère de la rupture, le régime Assurance Maladie Universelle RAMU devient assurance pour le renforcement du capital humain ARCHE. Ce n'est pas conséquent de prendre l'engagement d'assurer la santé de quelqu'un qui ne mange pas correctement, de quelqu'un qui est mal logé, de quelqu'un qui ne peut résoudre aucun problème. C'est pour cela qu'on a voulu mettre ça dans un ensemble qui va prendre en même temps en compte l'assurance retraite. Donc H, c'est d'abord l'assurance maladie, d'accord? C'est l'assurance retraite, d'accord? Nous avons la formation, nous avons le microcrédit. D'autres chantiers comme le recrutement des médecins dans la fonction publique et la construction d'un hôpital de zone à Alada ont été ouverts par l'équipe du président Talon. Une visite de courtoisie au préfet du département du Plateau, de représentants de la Banque mondiale, principal bailleur de fonds du PSDCC, le projet de services décentralisés conduit par les communautés. Ils sont en mission de supervision, la 12e du genre, dans les communes de Pobé et Sakété. Ils viennent en effet visiter quelques infrastructures socio-communautaires réalisées par le PSDCC au profit des populations de Agissou dans la commune de Pobé et Waï dans la commune de Sakété. Agissou dans la commune de Pobé, les 29 boutiques dérivant des sous-projets communaux sur les 3 cohortes, et ici à Wahi, Sakété, vous avez vu que la qualité des réalisations est d'un niveau très appréciable et respecte les normes sectorielles telles que définies dans les politiques sectorielles des ministères de la Santé ou bien même de l'Éducation nationale pour le cas de Agissou dans la commune de Pobé. La qualité des ouvrages réalisés et le témoignage de l'importance de ceux-ci pour la communauté elle-même renforce l'engagement de la Banque mondiale à améliorer le cadre de vie des populations rurales du pays. Ce qui m'a vraiment plu, c'est que les communautés ont pu, juste comme nous avons souhaité, exprimer leurs besoins et après être formés pour réaliser eux-mêmes ces besoins. Je peux annoncer que la seconde phase du projet est certaine. Nous espérons que peut-être le financement sera disponible vers le début de l'année prochaine. Selon la Banque mondiale, le PSDCC n'est que la première phase d'un programme de réduction de la pauvreté destiné aux pays en voie de développement. Pour la première fois, nous avons appris et appliqué la rédaction de la soutenance. En dépit de tout cela, nous sommes très heureux aujourd'hui car nous avons vu et appris d'autres façons de faire l'agriculture. Voilà les témoignages patents du porte-parole des stagiaires qui ont été initiés pendant 1 mois au centre Songhai de Porto Novo. Outre le plan d'affaires, les stagiaires ont suivi la formation en technique agricole, technique de production animale, la nutrition animale, la fertilisation du sol, la gestion technico-économique des unités de production, la pisciculture. Tous ont acquis des compétences pour relever les défis majeurs, à savoir la sécurité alimentaire, le chômage, la lutte contre la pauvreté. Le représentant du directeur du centre Songhai, Victor Boko, pour ce faire, invite les stagiaires à mieux s'investir dans leurs pays respectifs. Pour le représentant de la FAO, l'espoir est permis car l'Afrique n'a plus d'autre choix. À la FAO, nous sommes fiers de vous avoir offert cette opportunité exceptionnelle d'améliorer votre savoir-faire
pour devenir davantage des pionniers, des agents de changement socio-économique dans vos communautés où vous allez retourner pour appliquer les leçons apprises et les partager avec les autres. Nous espérons ainsi que vous allez devenir des entrepreneurs qui vont stimuler le progrès économique dans vos communautés en pratiquant et en vulgarisant une agriculture intégrée, innovante et durable. La prochaine formation accueillera plus de 100 stagiaires de 10 pays d'Afrique. Ma présence ici à l'Assemblée nationale s'inscrit dans le cadre d'une visite de la Fédération pour la paix universelle au Bénin, un pays dont nous connaissons l'attachement et l'engagement pour la paix, non seulement ici au Bénin, mais en Afrique et dans le monde. Et en tant que membre de la Fédération de la paix, en tant qu'ambassadeur de la paix, nous sommes venus voir avec le Bénin, avec les parlementaires béninois, ce que nous pouvons faire pour améliorer notre engagement, notre combat pour la paix universelle. Vous savez, la paix est multidimensionnelle et il y a beaucoup de composants de la société qui peuvent aider à la construction de la paix, et notamment les parlementaires. Les parlementaires qui sont les représentants des peuples, qui sont les plus proches des peuples, qui connaissent leurs préoccupations. Et donc, la Fédération pour la paix universelle a compris qu'il fallait créer des branches de cette grande organisation au niveau des différents parlements pour nous aider dans notre travail. Donc il a été décidé de créer des réseaux parlementaires un peu dans tous les pays du monde, notamment en Afrique et bien entendu au Bénin, et pour nous aider dans notre travail. C'est ce que nous sommes venus expliquer à nos amis béninois. Parmi les personnalités reçues, une délégation des nouveaux ambassadeurs béninois nommés en poste à l'étranger. Nous sommes passés ce matin pour rendre une visite de courtoisie au président de la Cour constitutionnelle, comme le veut la tradition au niveau du département, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères et de la coopération de notre pays. À leur suite, le président de la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique, FOPA, et le président fondateur de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée, ISEP. Nous sommes venus échanger avec le professeur Olo, Théodore, de ce que le 25 février 2017, nous avons eu à organiser un gala de charité au Bénin Marina Hotel. Et à cette occasion, à travers sa personne, nous avons distingué la Cour constitutionnelle du Bénin comme un instrument qui travaille à préserver la paix dans notre pays. Les différentes délégations aux sorties de l'audience disent être satisfaites des échanges avec le numéro 1 de la Cour constitutionnelle. C'était en réponse à la visite de votre président en Estonie. Et la deuxième raison, c'est la présidence de Estonie de l'Union européenne de la deuxième partie de cette année-ci. Nous sommes très heureux que le gouvernement de Bénin a décidé de prendre l'Estonie comme exemple pour l'économie numérique. Nous serons très heureux de travailler ici avec le gouvernement et avec le secteur privé pour développer un tel système ici au Bénin. Je crois que c'est une bonne opportunité pour les pays Afrique et les pays de l'Union européenne de travailler ensemble pour assurer que le sujet de numérique, économie numérique est sur l'agenda du sommet et c'est un domaine qu'on peut discuter avec tous les chefs d'État. C'est le développement du numérique. Vous savez ce que c'est que le numérique aujourd'hui? C'est la révolution que toute la Terre entière est en train de vivre aujourd'hui et nous ne devons pas être en retard là-dessus. Et donc il faut saluer les dispositions qui sont prises dans ce sens-là, à créer une cité numérique au Bénin. Tout ça en synergie devrait nous permettre
justement d'acter et d'être davantage présent dans le développement numérique au Bénin. Il appartient donc aux entreprises du Bénin de rentrer dans cette dynamique-là pour avoir une meilleure gestion, pour avoir une meilleure traçabilité de nos comptes. Nous sommes en train de discuter avec les Sud-Africains la possibilité d'avoir des financements innovants, surtout dans le domaine de développement de la ville intelligente et du développement et de la mise en place d'un hôpital de référence à Porto-Novo. Ensuite, nous sommes allés à Paris et en Belgique. Et les Luxembourgeois sont venus nous rejoindre à l'hôtel. On a fait des séances de travail avec les Luxembourgeois qui sont porteurs de très bons projets, surtout dans le domaine de l'économie verte. De la même manière, nous avons rencontré des groupes italiens qui sont prêts à aller dans le domaine immobilier, à construire des hôtels. Et même eux sont intéressés aussi par les hôpitaux et aussi à l'énergie solaire. Et enfin, nous sommes allés finalement en Belgique, à Bruxelles, où nous avons rencontré le groupe Dern Group, qui nous a proposé un modèle intelligent qui correspond aux besoins réels de nos communes. Aujourd'hui, la plupart des communes du Bénin n'ont pas la capacité, nos communes n'ont pas la capacité de gérer des niveleurs, des engins lourds. Et au début de la décentralisation, chaque commune a essayé d'acheter des niveleuses, des tracteurs, mais tous ces équipements, ces engins lourds n'ont pas pu être maintenus. Et tout ça se trouve dans les garages aujourd'hui. Ce qu'ils nous proposent, c'est de mettre à la disposition de plusieurs communes, sinon de tout du Bénin, plusieurs engins qu'on peut regrouper et les communes peuvent venir. Il y a une plateforme, chaque commune, dès qu'elle en a besoin, elle peut aller le louer. Cette projection s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Ce film révèle les réalités sur les conditions de la femme au Bénin. La présente soirée offre l'occasion de réfléchir pour la mise en œuvre de stratégies efficaces en faveur de l'égalité du genre. Le film qui a été projeté ce soir, c'est un film qui a été réalisé il y a 2 ans sur la perception que les femmes béninoises ont de leurs conditions, les femmes et les hommes ont de la condition de la femme au Bénin, que ce soit en ville, que ce soit à la campagne. L'objectif de ce film, c'était de partager à travers ce documentaire ce que les différentes personnes ont exprimé et que ça puisse animer ou nourrir un débat sur cette situation-là. Est-ce qu'elle est partagée, vécue par les gens qui sont dans la salle? Le film Nyonou n'a laissé personne indifférent, car l'inégalité des sexes constitue un obstacle majeur pour le développement de toute nation. Ce film ne fait que photographier comment le patriarcat, le système patriarcat construit les relations entre les hommes et les femmes et quels sont les impacts que cette construction sociale peut avoir sur le statut social et économique de la femme. Quand j'ai fini de voir ce film, je me suis dit, jusqu'à quand la délivrance des femmes? Jusqu'à quand la délivrance? Vous avez projeté beaucoup d'images sur la mer et l'océan. C'est pas comparaison au problème de la femme. Vous avez montré des racines entremêlées avec des arbres géants ou petits, mais avec des feuilles et des racines entremêlées. C'est le problème des femmes. Après la projection de ce film documentaire de près d'1 heure, le public a eu droit à un débat sur le rôle des acteurs de développement pour l'autonomisation de la femme.